Salut, bienvenue à la 20e partie. Nous avons vu l'apparition des Homo sapiens, donc l'espèce humaine actuelle, mais puisque leur mode de vie était hérité du mode de vie de leurs ancêtres, les premiers millénaires sont clairement en continuation avec le passé. S'ils apparaissent autour de 120 000 ans, il faut ensuite attendre 60 000 ans pour voir les premiers changements significatifs, notamment le remplacement des anciennes populations et la colonisation des nouveaux continents. Passons maintenant à la dernière glaciation, qui dure de 35 000 à 9 600 ans avant notre ère. Lorsque les archéologues européens ont découvert les fossiles de Néandertal, ils ont ensuite cherché frénétiquement des fossiles à l'allure plus humaine. Les premiers Homo sapiens à fouiller le sol européen arrivent autour de 40 000 ans. Ce sont les fameux Cro-Magnons découverts dans la région du même nom. Ils sont devenus les premiers représentants officiels de notre sous-espèce, c'est-à-dire les Homo sapiens sapiens. Leur allure plus moderne que celle des tout premiers Homo sapiens sauva notre honneur. Nos ancêtres pouvaient être anciens sans être laids. La culture des derniers Néandertals, appelée châtel-perronier, devient plus dynamique au contact des envahisseurs, si on peut dire, donc les Homo sapiens. À cette époque, en Europe, la culture des Homo sapiens est appelée aurignaciens. Les rencontres entre les deux groupes devaient être très occasionnelles, mais elles devaient se produire au moins quelques fois par génération. Tout porte à croire que leur relation devait être amicale, puisque les deux ont des cultures orientées sur les échanges et le partage. Les Néandertals avaient aussi des réseaux d'échange, des bons outils, connaissaient leur environnement et pratiquaient un mode de vie qui avait largement fait ses preuves. Malgré tout, les derniers Néandertals ne sont tout simplement pas assez nombreux. Nos derniers cousins ou frères, adaptés au froid, se sont fait déclasser par des hommes venus des tropiques. Et les Néandertals disparaissent finalement vers 30 000 ans. Si l'humanité a une origine chez quelques milliers d'individus, ils devaient pratiquer des formes d'art plastique avec des matières périssables, comme du bois, des peaux et des fibres. Ils devaient aussi faire de la musique, chanter, danser, etc. Notons ici que le plus ancien instrument de musique, à date controversée et au statut d'instrument contestable, serait une sorte de flûte datant de 35 000 ans. À la fin de la dernière ère glaciaire, il y a 10 000 ans, il y aurait des instruments de musique sur tous les continents. Or, ces formes d'art plastique en matière périssable ne laissent aucune trace. Il semble évident que l'idée de peindre dans une grotte ne soit pas apparue spontanément. Elle fait partie de tout un mode de vie qui devait inclure l'usage de pigmentation, comme l'ocre, depuis très longtemps. L'être humain est le premier à peindre des silhouettes animales ou des symboles sur les murs d'une grotte. Et cette façon de penser par l'abstrait, au-delà de la simple beauté de la chose, nous donne un premier aperçu de la pensée humaine. Ces peintures rupestres, donc sur des roches, et les autres œuvres d'art qui apparaissent spontanément partout sur la Terre ne sont certainement pas les premières œuvres d'art de l'humanité. Nous les connaissons simplement parce qu'elles sont les seules à avoir traversé le temps. Alors parlons un peu d'art préhistorique. Les seules traces laissées par les primates et les premiers australopithèques sont leurs fossiles fragmentaires, qui nous laissent à peine imaginer leur alimentation et leurs comportements généraux. À partir des premiers outils de pierre, nous pouvons avoir une meilleure idée de leur champ d'action en retrouvant des cailloux taillés loin de leur site d'origine, ou en retrouvant des outils à un endroit ayant incontestablement servi de camp. Nous pouvons donc identifier leurs traces plus facilement qu'avec des os, rarement préservés, et nous pouvons aussi constater l'évolution des techniques de taille, donc d'une partie de leur capacité intellectuelle. L'homme moderne arrive en Europe à la fin de l'interglaciaire, vers 40 000 ans, et peu de temps après, vers 35 000 ans, commence la dernière ère glaciaire, qui exercera une pression extrême sur toutes les populations du Nord. Les Néandertals d'Europe ne s'en remettront pas. Mais l'être humain, lui, va si bien performer qu'il va aller même plus au nord que Néandertal. Et dès qu'il le pourra, il colonisera l'Amérique. Presque simultanément, sur chaque continent, les hommes commencent à pratiquer l'art sur les parois des cavernes, à faire des gravures, des statuettes, des colliers et utiliser des matériaux plus durables, comme les os et la roche. En passant, nous avons retrouvé environ 30 millions de peintures rupestres et environ 100 000 objets d'art préhistoriques. Mais avant de faire de l'art,
nos ancêtres ont développé leur goût pour la beauté, ce qui ne se fait pas du jour au lendemain. Nous devons donc accorder une longue période où les hommes récoltent des objets, comme des cailloux par exemple, qui portent des ressemblances naturelles avec un animal, une forme humaine ou simplement parce qu'ils suscitent l'imaginaire. L'art préhistorique parvenu jusqu'à notre époque, lui, n'a plus rien à voir avec des jolis cailloux. Il s'agit d'œuvres artistiques. Leurs paroles et toutes les autres formes d'art, certainement pratiquées depuis très longtemps, sont perdues à jamais. Mais grâce aux peintures à l'intérieur de certaines cavernes, donc à l'abri du vent et de la pluie, nous avons une meilleure idée des choses qui les préoccupaient. Il est donc fort possible que les premières peintures, soumises aux intempéries, aient régulièrement été retouchées ou recommencées et qu'à la longue, de meilleurs emplacements, les grottes, se soient imposés en permettant aux œuvres de rester intactes plus longtemps. Le point culminant de l'ère glaciaire, qu'on appelle le maximum glaciaire, se situe entre 20 000 et 18 000 ans. Pendant presque toute la période glaciaire, donc de 35 000 ans jusqu'à environ 15 000 ans, c'est-à-dire lorsque le climat redevient un peu plus clément, les thèmes des œuvres d'art seront les mêmes partout sur la Terre, donc à l'exception de l'Amérique bien sûr, puisqu'elle n'est pas encore colonisée. Mais sur chaque continent habité, les artistes utilisent pratiquement les mêmes symboles, la même approche artistique et semblent suivre la même logique. Autrement dit, ils se posent les mêmes questions et ils cherchent les mêmes réponses. Doit-on s'étonner que la pensée de l'humanité tout entière soit si homogène pendant autant de générations? Si l'humanité émerge d'un groupe d'à peine quelques milliers d'individus, la culture d'origine de nos ancêtres Homo sapiens, héritée de leurs ancêtres Homo ergaster, était nécessairement la même partout. Ils devaient sans doute encore parler une sorte de proto-langue relativement commune, comme par exemple un langage sans temps de verbe à la Tarzan. Toi, chasser cheval. Les mentalités sont encore conservatrices et leur culture commune ne diverge que très progressivement en se propageant, puisque leur survie dépend largement des bonnes relations avec leurs voisins. Après le maximum glaciaire, puisque les gens et les artistes sont différents d'une région à l'autre et que l'homme moderne occupe tous les continents, des cultures variées vont émerger rapidement un peu partout. Physiquement, ces hommes nous ressemblent en tout point, mais leurs pensées et leur culture n'ont rien à voir avec notre pensée moderne. Ce sont des chasseurs-cueilleurs archaïques. Alors ici, le terme archaïque sert à décrire les cultures de chasseurs-cueilleurs anciens. Ceux qui existeront après l'ère glaciaire seront des chasseurs-cueilleurs récents ou évolués parce que leur culture sera plus élaborée. De toute évidence, leur préoccupation première est le monde animal. Partout, les chasseurs-cueilleurs archaïques dessinent des grands mammifères grandeur nature, c'est-à-dire plus de 1,5 m de haut, alors que les représentations de la nature ou des êtres humains sont absentes. Ce ne sera que vers la fin de l'ère glaciaire que les artistes, à travers le monde, auront tendance à miniaturiser leurs dessins. Bien sûr, nous ne pouvons pas savoir si certains lacs ou certaines vallées étaient représentés par un animal qui y vivait, comme par exemple une image de cheval servant à décrire la vallée des chevaux. Mais notre fascination de l'époque pour ces créatures semble frôler la fixation obsessive. Comment expliquer l'utilisation des mêmes pictogrammes et des mêmes idéogrammes partout dans le monde? La réponse est peut-être dans l'existence d'une langue commune. Les mots utilisés pour chaque association ont probablement influencé le choix des images, et nous retrouvons les mêmes sortes d'associations, comme par exemple bison-cheval en Europe et girafe-éléphant en Afrique. Est-ce possible que le message ne soit pas un éléphant et une girafe, qu'ils doivent plutôt être interprétés à partir de l'œuvre globale, en combinaison avec des symboles ajoutés, suivant une logique et une syntaxe de plus en plus complexes à chaque génération? Absolument. Environ 80% des premiers artistes choisissent le rouge et le brun, alors que les derniers peintres de grottes semblent préférer le noir et le blanc. Qu'il s'agisse d'une roche extérieure ou d'un mur de grotte, ils choisissent toujours leur surface. Et ils se servent des reliefs naturels pour accentuer les formes. Jusqu'à un certain point, chaque œuvre est au bon endroit. Comment créait-il ces œuvres? La scène qui revient souvent, sans doute un peu cliché, est celle d'un chaman pratiquant un rituel pour assurer le succès de la chasse. Ce scénario, qui colle quand même assez bien, n'explique que certaines œuvres, notamment celles des grands mammifères. Il n'est pas difficile d'imaginer que les hommes étaient fascinés par ces géants. Ils devaient même vivre des émotions très fortes à les chasser. Et cela expliquerait la surabondance de peintures de gros animaux.
Mais il serait naïf, par contre, de croire que seule une poignée de privilégiés ont effectué l'ensemble de ces œuvres, car ils étaient tous intimement impliqués dans ce mode de vie. Les artistes eux-mêmes nous sont inconnus. Hommes ou femmes, jeunes ou vieux, profanes ou chamans, ils ont peint de jour et de nuit, pendant une cérémonie, pendant qu'ils méditaient ou dans toutes sortes d'autres circonstances. Ces chasseurs-cueilleurs archaïques devaient connaître beaucoup de plantes, de racines et de champignons, et il est fort envisageable qu'ils utilisaient occasionnellement des drogues dès ces époques lointaines. Donc ici, je me permets une petite parenthèse pour préciser que l'usage de drogue dans notre histoire n'est pas vraiment surprenant en soi. Mais n'oublions pas les conditions rudes de leur époque. Dans une petite communauté où chacun doit contribuer à l'ensemble du groupe, il n'y a pas vraiment de place pour un dopé. Notons aussi que l'être humain semble capable d'entrer en transe assez facilement sans l'usage de drogue, comme par exemple en performant des rituels collectifs accompagnés de chants, de danse et de musique. Vers la fin de l'ère glaciaire, les sujets des œuvres s'étendent aux figures humaines, à la nature et aux objets. Nous retrouvons aussi des petits symboles mystérieux, des points, des cercles, des rectangles, des flèches, des lignes, des signes phalliques ou vulvaires, etc. Ces symboles sont parfois répétés plusieurs fois et ils semblent vouloir exprimer une idée. Au fil des générations, certains symboles serviront même à plusieurs sauces. Donc c'est à se demander s'il s'agit d'une sorte de préécriture. Dans les œuvres plus anciennes, nous trouvons aussi des sortes de petits dessins très abstraits, qui sont rarement répétés et très différents d'une région à l'autre. Il pourrait s'agir de sentiments qui sont exprimés par l'artiste, comme par exemple l'amour, le chaud, le froid, etc. En vérité, le sens de ces symboles abstraits est sans doute perdu à jamais. Alors ici, je vous rappelle, il faut toujours se méfier des nouvelles idées originales qui sortent du lot et qui n'ont pas encore fait l'objet d'analyses approfondies. Or, il existe actuellement une nouvelle théorie pouvant, peut-être, expliquer la motivation profonde de certaines œuvres. Environ 2/3 des premières œuvres, vers 35 000 ans, sont dans des grottes orientées vers le solstice d'hiver, soit vers le lever ou le coucher du soleil. Les grottes fréquentées vers 22 000 ans sont surtout orientées sur les levers ou les couchers du soleil lors du solstice d'été. Ces œuvres auraient-elles servi de repère dans le temps? Cette théorie mérite sans doute d'être vérifiée davantage. La signification de ces repères doit pouvoir se voir dans les œuvres représentées. Alors, par exemple, dans l'abri du poisson, une grotte orientée vers le solstice d'hiver, on retrouve la gravure d'un poisson qui remonte la rivière. Or, il existe une rivière près de cette grotte. Le poisson représenté existe encore, et il vient à cet endroit pour s'y reproduire en plein mois de décembre. À Lascaux, une peinture montrant 2 bisons dos à dos, l'un velu et l'autre non, sont frappés en alternance par la lumière du lever du soleil au solstice d'hiver et d'été. Le point de croisement des 2 bisons, où l'un d'eux est en érection, se produit à l'équinoxe du printemps et de l'automne. Il arrive aussi très fréquemment que les peintures dans les cavernes d'hiver montrent des chevaux, que les cavernes d'été montrent des aurochs et que les cavernes de printemps ou d'automne montrent des cerfs. Avec une telle connaissance des cycles du soleil, les hommes de la préhistoire semblent déjà pouvoir très bien s'orienter dans le temps. Ils pouvaient planifier leurs itinéraires à l'avance, donc en fonction des futures migrations d'animaux. Mais mieux encore, dans la salle principale de Lascaux, les points dessinés sur des animaux qui flottent au plafond ressemblent à des constellations et pourraient être une carte du ciel. Les constellations, qui ne sont pas visibles en même temps, ont dû être observées à des moments différents de l'année, puis positionnées de mémoire par rapport aux autres. C'est-à-dire que les étoiles ne sont pas visibles à l'intérieur de la grotte. Si chaque animal représente bien une constellation, il pourrait alors s'agir d'une sorte de panthéon animal qui aurait servi pendant des dizaines de millénaires. Mais il n'y a pas que les peintures. Certains objets semblent avoir servi à calculer ou à mémoriser des observations. Comme par exemple une plaquette remplie de cercles et de croissants qui seraient en fait 2 cycles de lune superposés tels qu'ils furent observés à un endroit précis. Pour les populations de cette époque, ces symboles étaient universels, mais ils nous échappent totalement aujourd'hui. Par exemple, un drapeau blanc est un signe de paix reconnu à notre époque.
Mais ce symbole n'a pas toujours existé et il n'existera pas toujours. Sa signification pourrait être oubliée pour un archéologue du futur. N'oublions pas que les cultures étaient encore homogènes et qu'ils parlaient encore, si ce n'est dans la même langue, relativement dans les mêmes termes. En plus de l'art visuel, les êtres humains ont apporté des instruments de musique sur tous les continents. Et étant donné certaines caractéristiques universelles retrouvées dans la musique, il est possible que ce soit à cette époque que se développe le style d'accompagner une partie rythmique avec une partie mélodieuse. Dès les premières œuvres représentant les humains, nous trouvons des illustrations d'individus qui semblent danser. Et si les origines très anciennes de la danse ne laissent aucune trace, après le maximum glaciaire, elles semblent bien faire partie intégrante de leur mode de vie. Pendant longtemps, le nombre des thèmes seront limités à des scènes de chasse, de culte, de danse ou d'une activité quotidienne. Les scènes des premières peintures n'étaient pas descriptives et n'avaient que des liens métaphoriques entre les images d'animaux qui flottent dans l'espace et les symboles. Donc c'est un peu comme des verbes qui s'appliquent à un sujet. Vers la fin de l'ère glaciaire, les œuvres sont plus narratives et plus détaillées, un peu comme si la conception du monde et la façon de penser venaient de changer. Après, nous pouvons observer des différences marquantes d'une région à l'autre, c'est-à-dire que chaque région semble s'adapter visiblement à son propre rythme. Un peu partout sur la Terre, certains endroits naturels ont eu l'air de renfermer des énergies spéciales, ou encore d'être habités par des esprits. Les hommes préhistoriques ont transformé certains de ces endroits en sanctuaires, où l'accès était possiblement réservé à quelques individus privilégiés. Lorsqu'ils y entrent, ils quittent le monde du réel et pénètrent dans un monde surnaturel peuplé de créatures étranges. Les dualités, comme le réel et l'irréel par exemple, sont retrouvées en abondance dans les œuvres préhistoriques. Les choses ne sont pas opposées, comme le bien et le mal, mais plutôt elles ont des contreparties, des compléments. Par exemple, les hommes et les femmes, le jour et la nuit, le soleil et la lune, la vie et la mort, le monde animal et le monde humain. L'être humain se questionnait sur la nature et sur le monde autour de lui. À quel moment l'humanité commençait-elle à se questionner sur sa place dans le monde? Certainement bien avant de faire de l'art, mais ces moments-là sont perdus à jamais. La mort n'est que le complément de la vie, et il n'est pas rare de constater une sorte de culte des ancêtres dans plusieurs cultures de la toute fin de l'ère glaciaire. Les hommes sont en communion avec les esprits des animaux qu'ils chassent. Il y aura même des peintures d'hybrides hommes-animaux. En quelque sorte, à cette époque, l'humanité se construit une mythologie. Les bisons et les éléphants sont-ils des femelles, bien dodus et réfléchis, alors que les chevaux et les girafes sont des mâles, rapides et agiles? À la base, cette vision dualiste a pu commencer avec les relations homme-femme, donc avant d'être appliquée au reste. Cette façon universelle de voir le monde et de s'exprimer pendant plus de 30 000 ans est un des fondements de toutes les cultures qui émergent à la fin de l'ère glaciaire, et donc de toutes les cultures d'aujourd'hui. Peu à peu, en essayant de comprendre la nature, s'est développé un monde imaginaire peuplé de magie, de forces cosmiques mystérieuses et d'esprits capricieux. Avant de terminer, parlons un peu de ce qui se passe tout de suite après le dernier maximum glaciaire, donc tout de suite après 20 000 ans. Au dernier maximum glaciaire, d'énormes glaciers occupent les pôles et les hivers sont particulièrement difficiles au nord, pendant que la baisse du niveau de la mer augmente l'espace habitable au sud, c'est-à-dire là où sévissent les sécheresses. D'un siècle à l'autre, la température moyenne oscille entre le chaud et le froid. Sauf que la tendance générale est maintenant au réchauffement progressif. Les répercussions sont mondiales, même si le climat n'est pas le même partout. Vers 15 000 ans, les glaciers commencent enfin à fondre, quoique très lentement au début. Et ils feront doucement remonter le niveau de la mer. Notons ici qu'une des conséquences de la fonte des glaciers fut de submerger la plupart des sites d'occupation situés près des rives. Alors ici, globalement, l'humanité entière connaîtra de meilleures conditions. Pour le moment, ayant appris à survivre sur des territoires pauvres en ressources, les populations humaines forment encore toutes des petits groupes mobiles. Avec ce réchauffement, les nouvelles idées se succéderont avant que les anciennes n'aient eu le temps de se propager partout,
et l'humanité, qui semblait partager un ensemble de symboles et de coutumes communes, et dont le nombre ne dépasse pas encore 1 million d'habitants, donc les populations humaines se régionalisent très vite en s'adaptant aux différentes réalités de chaque environnement de la Terre. Il ne s'agit plus d'adaptation génétique, mais de populations faisant évoluer leur culture beaucoup plus rapidement que leur code génétique. Alors jusqu'ici, chaque innovation, chaque changement important semblait arriver après plusieurs millénaires de gestation. Ce récit pouvait se permettre de parler de nos ancêtres en général. Mais après le maximum glaciaire, nous ne sommes plus qu'à quelques millénaires de notre époque actuelle, et nous commençons peu à peu à trouver des traces de matière périssable. Bien entendu, les idées, les gestes et les paroles sont disparus à jamais, et il sera toujours impossible de donner un traitement égal de chaque peuple à chaque époque, puisque plusieurs cultures nous échappent totalement. Mais à partir de maintenant, les traces d'occupation humaine en tout genre se mettent à augmenter en flèche. Mentionnons ici que nous dépendons principalement des objets pour décrire les cultures du passé. Et toutes les cultures qui n'ont laissé aucun objet, donc avant l'invention de l'écriture, sont disparues à jamais. Ce récit doit donc maintenant aborder l'histoire plus localement. Toutes les cultures n'ont évidemment pas le même poids. Certaines restent localisées dans une petite région, tandis que d'autres sont plus répandues géographiquement. Certaines durent aussi beaucoup plus longtemps. En réalité, chaque choix et chaque geste de chaque individu a pu influencer son voisin, qui influence ensuite son voisin, et ainsi de suite. Ultimement, tout est important, et ce que nous appelons une culture n'est en fait qu'une entité floue. Cela dit, notre information est biaisée en faveur des objets, donc en faveur des cultures qui en ont laissé beaucoup. Certaines régions particulièrement riches en ressources, comme par exemple le croissant fertile qui s'étend du Proche-Orient à l'Égypte, donc certaines régions vont innover beaucoup plus vite que d'autres, voyant leur population atteindre quelques millions d'habitants peu après l'ère glaciaire. Près des pôles, même si le climat se réchauffe peu à peu, l'espace habitable demeure presque entièrement occupé par les glaciers. Donc au nord, les hivers restent très froids et des meutes de loups rôdent la nuit. Depuis très longtemps, les hommes font des sortes de galettes de graines concassées mélangées à de l'eau qu'ils font cuire ou sécher au soleil. Nous ne connaîtrons probablement jamais le moment exact où ils remarquent qu'une sorte de moisissure, la levure, donnait un meilleur résultat et inventent les premiers pains. Si ce n'est pas déjà fait, ils doivent aussi être sur le point de découvrir le vin. Ces découvertes ne se font pas du jour au lendemain. Elles font partie d'une longue tradition de connaissances empiriques sur les plantes, les graines et les racines qu'ils ont acquises et parfois améliorées puis retransmises de génération en génération. Les êtres humains de cette époque chassent avec des épieux et pêchent avec des harpons. Leurs outils de pierre sont appelés microlithes en raison de leur petite taille. Donc, partout dans le monde, les outils ont tendance à se miniaturiser. Ils fabriquent des lampes qui brûlent la graisse ou des excréments d'animaux. Ils fabriquent des tapis de peau et de fourrure, des sacs de cuir, des bols en bois ou en roche, des cordes, des couteaux, des ustensiles et toutes sortes d'autres outils en pierre, en bois ou en os. Près des pôles, certains creusent des sortes de congélateurs dans le sol pour entreposer leur nourriture plus longtemps. Lorsqu'ils rencontrent un autre groupe, ils chantent, ils dansent, se racontent des histoires, échangent de la nourriture, des pierres, des coquillages et plein d'autres objets. Ils fabriquent aussi, probablement, toute une panoplie de colliers, de bijoux et autres petits objets artisanaux en matière périssable dont il ne nous reste que des fragments, donc surtout des roches, des coquillages ou des dents qu'ils ont percés afin de pouvoir les enfiler. Dans ces petites sociétés tribales, chaque individu a son rôle à jouer et tout le monde contribue au groupe. Notons que nous n'avons aucune preuve qu'ils divisaient les tâches en fonction du sexe. Et il n'y a aucune raison pour que les femmes ne participent pas activement à la chasse, à part peut-être dans le cas du gros gibier où la force physique devient plus importante. Dans le cas des femmes enceintes, la chasse est sans doute moins recommandée. La fin de la glaciation annonce la disparition de la majorité des grands mammifères dans le monde. Parmi ceux qui vont disparaître, nous connaissons 36 espèces en Amérique du Nord, 46 espèces en Amérique du Sud, 16 en Australie, il ne restera qu'une seule espèce de kangourou, et 7 espèces en Europe. Étrangement, seuls 2 des 44 grands mammifères africains s'éteignent. Dans plusieurs cas, l'expansion des forêts nuit aux gros mammifères qui doivent manger beaucoup d'herbes.
Dans la toundra, 1 km² peut soutenir environ 30 tonnes de biomasse, alors que 1 km² de forêt ne soutient environ que 250 kg de biomasse. Ce ratio démontre bien que la nouvelle flore supporte beaucoup moins de gibier. Si l'on ajoute à cela l'appauvrissement du sol par les arbres qui puisent les minéraux et le dégel du sol qui devient perméable, les jours des gros mammifères semblent compter, même sans être chassés par l'homme. Leurs fourrures sont adaptées à un climat froid et sec, et non contre la pluie et l'humidité. En Sibérie, après un jour de pluie, un front froid fit soudainement baisser la température autour de moins 25 degrés Celsius, gelant plusieurs mammouths et rhinocéros poilus sur place. En résumé, les arts plastiques, la danse et la musique semblent avoir des origines très lointaines. Les peintures rupestres, donc les seules que nous connaissons, ne sont probablement pas les premières œuvres d'art de l'humanité, puisqu'il s'agit clairement d'œuvres méticuleusement conçues. Simultanément, sur tous les continents, les hommes se mettent à faire des peintures sur les murs de grottes, mais aussi des gravures et des sculptures. Au début, toutes les œuvres sont étrangement homogènes et se limitent presque exclusivement aux animaux grandeur nature. Alors que penser de la majorité des grottes qui sont orientées vers des solstices d'hiver ou d'été pour représenter les animaux chassés à ces moments de l'année? Ou encore de la sorte de carte du ciel sur le plafond de la caverne de Lascaux? Si l'on considère certains autres objets datant de la même époque, semblant documenter des cycles lunaires, il est possible que ces hommes soient déjà conscients des saisons, des cycles des astres et des futures migrations de troupeaux d'animaux. Même à notre époque, nous avons tendance à avoir des dualités tout autour de nous. Ces hommes se questionnaient sur le monde qui les entoure et semblent, par la même occasion, se construire une mythologie. En peu de temps, nous retrouvons même des représentations d'êtres totalement abstraits et fictifs, soit des sortes d'hybrides hommes-animaux. Au maximum glaciaire, les conditions étaient extrêmement difficiles au nord. Le niveau de la mer était à son plus bas, puis le réchauffement entraîne la fonte des vastes glaciers autour de 15 000 ans avant notre ère. La remontée du niveau de la mer a tôt fait, alors, de submerger de nombreux sites d'occupation de cette époque. Désormais, les idées n'auront plus le temps d'être propagées avant l'arrivée d'une meilleure idée. Et l'augmentation progressive, mais relativement rapide, des traces d'occupation humaine, auxquelles nous pouvons maintenant ajouter des matières périssables, nous permettent d'en savoir un peu plus sur ces cultures du passé. Cela dit, puisque nos connaissances sont largement basées sur les objets qui se sont rendus jusqu'à nous, même si leur nombre augmente, plusieurs cultures nous échappent encore totalement. Les outils de pierre deviennent de plus en plus petits, mais nous retrouvons aussi toute une panoplie d'outils de bois, en os ou autres matériaux. On remarque aussi un grand intérêt pour les coquillages, qui servent notamment à confectionner des colliers, des bijoux et autres objets artisanaux. Dans ces groupes de chasseurs-cueilleurs archaïques, chaque individu a son rôle à jouer. Et surtout, n'oublions pas le rôle peut-être central des femmes, malgré une emphase démesurée du rôle de la chasse. On peut alors se demander à quel moment sont préparés les premiers pains et à quel moment fut fermenté le premier vin.